Welcome to the fifth parallel session on Toward Green Democracy. Really honored to be with the distinguished panelists we have here and everyone in the audience. We're going to try to keep this as interactive as possible, especially since we have a little bit smaller, intimate, but committed group. So, was that Camille? Oh, and online as well. Wonderful. We're going to continue with the hybrid environment and make it work. One of the things that we say often in the Public Governance Committee is that countries face horizontal challenges, and yet we're... C'est qu'il y a donc différents défis et à gérer avec une organisation et coopération entre les différentes instances. Alors nous sommes dans un domaine où il va falloir utiliser d'autres outils et peut-être de nouveaux outils également dans les différents pays, mais également à l'échelle mondiale, de manière à pouvoir répondre aux attentes de nos citoyens. Et donc aujourd'hui, nous avons des panélistes. Nous avons donc ministre de la Justice du Luxembourg, Madame Sam Tansen, donc Monsieur Ossian Smith, qui est ministre également des dépenses publiques et des réformes, donc responsable des achats de gouvernement en Irlande également, Carrie Ann Jones, qui est donc secrétaire général adjoint de CDE, et puis Juha Leppänen, responsable donc président de Demos Helsinki en Finlande. Donc j'aurais posé une première question concernant le débat et puis ensuite nous aurons une deuxième série de questions et puis ensuite session questions-réponses. Alors la première question, c'est vraiment s'intéresser au gouvernement, et la question est de savoir quels sont les pourquoi et les comment les gouvernements vont changer et vont pouvoir fonctionner et vont pouvoir arriver aux objectifs de développement durable qui ont été établis. Donc nous avons démarré avec Madame Damson. Alors tout d'abord, merci d'être ici, et donc je vais passer au français. Donc si vous avez besoin d'une traduction, eh bien prenez vos écouteurs. La question est vraiment d'une importance primordiale, parce que c'est la question que nous devons nous poser tous les jours en tant que gouvernement. Je vais peut-être attendre que tout le monde ait sa traduction prête. OK. Il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, les questions de climat, de protection des ressources naturelles sont parmi les questions les plus importantes que nous devons traiter à l'heure actuelle et qui malheureusement peut-être sont un peu écartées du fait d'autres crises aussi importantes au moment où nous parlons et que nous avons déjà évoqué aujourd'hui, ce matin. N'empêche que nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit de garantir la planète pour les générations futures et pour éviter beaucoup de malheurs, de pauvreté et de flux migratoires dus à l'immigration. Qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons procéder? Nous devons, bien entendu, en tant que gouvernement, donner le bon exemple et ne proposer que le genre de mesures que nous allons également appliquer à nous-mêmes. Mais nous devons surtout essayer d'avoir toute la population avec nous, du moins une grande partie de la population avec nous, et nous constatons beaucoup que la population, les citoyens ont tendance à être encore plus ambitieux que ce que nous estimons qu'ils le sont, et qu'il est tout à fait possible de faire une politique environnementale ambitieuse, mais il faut convaincre, il faut écouter et il faut travailler avec les citoyens. Et puis, en dernier lieu, il ne faut pas oublier que les questions de protection des ressources naturelles peuvent créer des problèmes d'inégalité sociale encore renforcés, et que nous devons tout faire pour ne pas renforcer ces inégalités sociales, et que nous devons donc faire en sorte que toutes les mesures que nous prenons, nous ayons cette question sociale aussi à l'esprit, et que nous accompagnons ces mesures par des soutiens financiers. Je vais peut-être illustrer ce que je viens de dire par 2-3 éléments, si j'ai le temps.
Le premier, c'est le mode de procédé. Nous avons, par exemple, en termes de mobilité, lorsque des nouvelles décisions sont prises, les réseaux de bus sont changés, où un plan de mobilité nationale est établi à moyenne échéance, il y a une consultation publique, il y a une proposition, le ministre compétent va dans les différentes régions pour présenter cela et prend en compte aussi les remarques faites par les citoyens, ce qui est, je pense, très important. D'autre part, la société civile est également très, très importante. Il faut écouter ce que disent les experts en cette matière. Donc, pour tout ce qui est le plan le climat, le développement durable, il y a un Conseil supérieur pour le développement durable qui est constitué d'une quinzaine de membres qui accompagne aussi le gouvernement dans l'élaboration de ces politiques. Donc, ça, c'est un peu pour le grand cadre. Merci. Great, thank you. And Mr. Smith, love to hear. Merci. Monsieur Smith, alors peut-être quels sont les différents outils que vous avez également en Irlande pour pouvoir progresser? Alors, je peux utiliser le procurement donc pour nos objectifs. Alors, nous avons les mêmes objectifs. Nous sommes les plus grands clients. On va peut-être dépenser 16 milliards par année et nous devons donc orienter tout cela et dépenser pour des causes qui sont bonnes pour l'environnement. Mais je pense que la manière dont cela a été conçu, la base de l'ensemble, c'est d'avoir de la valeur, d'avoir de la bonne qualité et développer et dépenser de manière transparente. Et ça, ce sont nos objectifs. Alors peut-être, je dirais, il y a encore autre chose. Nous devons également penser à l'environnement, développer ce qui est bon pour le changement climatique. Et donc, c'est difficile aussi d'avoir les personnes, de faire en sorte que les personnes puissent changer leur travail également. Et donc essayer de faciliter les choses, pouvoir offrir des formations, pouvoir changer de travail, de travailler avec les personnes, s'asseoir autour de la table. Voilà, nous faisons du green procurement par exemple et expliquer la raison pour laquelle nous agissons de telle ou telle façon. Et donc nous essayons de laisser peut-être le vieux cadre vers le passé et nous essayons donc d'avancer. Ça fait partie donc de notre travail, c'est-à-dire nous débarrasser un peu des vieux cadres, Et si les citoyens voient que le gouvernement dépense de manière verte, de manière à protéger l'environnement, eh bien, nous avons une certaine forme de puissance et nous donnons le bon exemple. Et nous apprenons nous-mêmes en tant qu'administrateurs publics ce qui est vraiment important et dans les défis donc de devenir vert, de faire de l'environnement. On peut avoir des véhicules électriques ou diesel, etc. Mais il faut réduire donc ces distances de voyage. Mais nous ne montrons pas l'exemple de l'autre côté. Donc, il est vraiment important que nous soyons cohérents par rapport aux politiques que nous développons et par rapport à ce que nous demandons au public de faire. Voilà, merci. Alors, nous avons Monsieur Carrie-Anne Jones également. Quelle est votre manière aussi de voir les choses à l'OCDE? Comment est-ce que vous contribuez? Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici dans ce panel. Je pense que c'est un sujet très important. Il y a deux manières de concevoir la chose lorsque l'on développe le sujet à l'OCDE, peut-être parce que nous sommes une structure multidisciplinaire et donc nous avons plusieurs aspects. Nous avons des groupes pédagogiques, des groupes qui travaillent sur l'environnement et puis des projets donc sur le changement climatique. Et nous nous intéressons à différents problèmes spécifiques. Comment est-ce que nous intégrons aussi tout cela? Et nous voyons les mêmes défis, d'autres défis. Comment est-ce que l'économie intervient dans tout cela? Et puis comment est-ce que l'aspect social et comment est-ce que l'on fait en sorte que d'un point de vue pédagogique, on puisse répondre également à la demande? Et donc on essaie tout simplement d'informer sur nos différentes politiques au niveau des différents gouvernements. Mais par rapport à la législative démocratique, lorsque nous avons débattu de cet aspect, eh bien, il était clair que le lien entre ce problème et la gouvernance
devait faire partie de la manière dont on conçoit le modèle démocratique. Comment est-ce que l'on s'assure que les changements sont effectués? Et c'est une question délicate et difficile, et nous pensions que certaines dimensions étaient absentes. Et donc, nous voulions également que le secteur public comprenne comment est-ce que l'on effectuait cette transition. Il y a quelques années, les délégués de l'OCDE ont contribué dans les différentes politiques. Il y avait différentes réunions qui ont eu lieu avec différents chapitres qui ont été développés. On a parlé donc de construire la confiance justement et de renforcer la démocratie. Ça faisait partie d'un chapitre de réflexion concernant donc le greening. Et donc, nos indicateurs ont montré que les différents outils qui sont utilisés, eh bien, les gouvernements sont enclins à aller vers une situation plus reliée à l'environnement. Et il y avait plusieurs politiques réglementaires également assurent que les membres de l'Union européenne s'améliorent dans la manière de concevoir la réglementation. Également, nous avons des aspects positifs également concernant les plans d'infrastructure, concernant la politique environnementale et essayer d'appliquer les bonnes pratiques par rapport au cadre du procurement dont on a parlé. Et puis également, nous avons appris qu'il y avait un besoin de transformation pour le gouvernement pour pouvoir mettre en place des nouvelles mesures. Et nous avons vu que c'était vraiment très compliqué. Et donc, nous avons 3 domaines. Il faut construire donc la confiance au cours des prochaines années, utiliser les bons outils pour des actions vers le climat. Et comme on l'a dit auparavant, le gouvernement est un acteur très important. Donc, par rapport au cadre, nous avons développé un plan d'action sur la gouvernance verte, et ce qui fait que le gouvernement a besoin de comprendre et de pratiquer de différentes manières, c'est-à-dire nous essayons de nous former nous-mêmes pour améliorer notre politique, mais également nous essayons de réfléchir par rapport à la perspective de la gouvernance. Merci. Et, vous avez publié votre rapport humble, votre manière humble de pouvoir réfléchir donc à la politique et au développement des différentes politiques. Et donc, j'aimerais en savoir davantage sur votre rapport. Donc, je suis très heureux de voir tout l'effort que met l'OCDE pour pouvoir s'investir dans ce sujet. Et la gouvernance en termes de climat est un sujet vraiment très important dans les années à venir. Et dans les différentes études, l'étude dit que la population soutient les différentes actions. Et je pense que c'est vrai d'une certaine manière, et je pense que c'est juste. Et beaucoup de nos activités se situent à ce niveau. Et le défi, c'est que nous travaillons avec des processus qui sont très importants et très complexes. Et nous travaillons avec les budgets. Les budgets qui sont très importants au niveau des ministères de Finances également, qui ont des implications écologiques. Et donc, le gouvernement humble, je dirais, essayer de promouvoir des hypothèses sur la manière dont le gouvernement pourrait réformer les politiques, développer des cycles. Donc, en nous basant sur les activités théoriques de l'Université de Columbia, par exemple, on a utilisé des exemples empiriques de gouvernance à travers le pays. Donc, on essaie de développer des protocoles et avec Chuck et le gouvernement finnois, il y a quelques années, nous avons commencé à travailler sur la manière dont cela pourrait apparaître en tant qu'exemple applicable. Il y a différentes fonctions qui doivent être mises en place avec un cycle de développement des politiques
pour pouvoir appliquer donc une politique à plus long terme. Il y a un consensus qui est important et réflexion et identification également sur les aides, également sur l'éducation et avec un système de mécanismes de révision également. Et les différents outils qui sont mis en place donc ne correspondent pas forcément aux objectifs attendus. Et donc, on se réfère justement à l'humilité à nouveau en face de la connaissance et nous devons essayer donc d'apprendre pour pouvoir atteindre les différents buts, mais également humilité en termes de responsabilité parce que nous avons donc en termes de directionnalité et il peut avoir une certaine directionnalité, mais tout dépend de la manière dont on collabore également pour pouvoir avancer. Alors, ce sont différents points qui sont soulevés dans le contexte actuel. Et donc, ce que nous espérons, pouvoir faire, c'est essayer de faire en sorte que les différents mécanismes puissent fonctionner et puissent être appliqués. Et c'est ce à quoi nous nous intéressons. Nous parlons donc d'une construction durable également. Nous travaillons avec les industries, avec l'État du Colorado également pour mettre en place un paquet de structures et donc, en tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent également d'apprendre. Et c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je suis donc responsable de la gestion du budget et je m'intéresse à la gouvernance publique et nous essayons donc de développer des approches au sein du comité de la gouvernance. Et nous réfléchissons sur ces questions. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit. Donc, avec le deuxième tour de questions également, j'aimerais me concentrer sur les relations externes, ce dont nous avons besoin de développer pour travailler avec nos pays, alors de manière à pouvoir progresser avec les attentes des différents citoyens. Alors, il y a une étude de cas qui a été faite également en termes de confiance et parce que les personnes pensent qu'ils peuvent influencer différents processus. Et donc, peut-être, Shirley, peut-être que vous... Alors, c'est une question très intéressante avec plusieurs hypothèses. Avec le système politique finnois avance lentement. Et je pense que d'un point de vue institution sociale, il y a peut-être la confiance et la manière dont la confiance évolue est peut-être plus lente, mais nous pourrions également explorer d'autres idées plus spéculatives parce que nous apprenons un peu de ces paradoxes chaque année et nous voyons un peu tous les risques qui se présentent. Et donc, la forte confiance dans les institutions, ça veut dire avoir peut-être une faible efficacité. Mais bon, c'est peut-être aussi lié à certaines crises, à la Covid, par exemple, où l'on fait peut-être trop confiance à des institutions. Mais si nous pensons à la participation, la démocratie devient performative. Et nous devrions explorer davantage la démocratie par rapport au contexte contexte de crise dans lequel nous nous trouvons. Il est vraiment en question, et notamment l'évolution de la démocratie par rapport au changement climatique et aux problèmes de démocratie est très intéressant à explorer. Et cela a été très documenté aux États-Unis, par exemple. Et je pense que je reconnais le fait que c'est vraiment un vrai défi. La mise en place de certaines politiques sont longues à mettre en place. Et un autre point également, une autre hypothèse qui est intéressante, si nous pensons à la crise climatique, la question c'est
ce que le pays donc, peut faire. On a besoin d'appliquer différents mécanismes. Alors peut-être que le gouvernement, nous travaillons avec différents gouvernements au long de l'année et de tenir compte du langage et le langage de la possibilité d'opérer des changements. Mais les personnes, le public attend beaucoup plus de responsabilité. Il y a cette réflexion sur le fait que les personnes ont peut-être une position qui crée un certain manque d'efficacité au sein du gouvernement. Donc la question, comment est-ce que nous gérons la crise au niveau du gouvernement et comment nous appliquons les politiques au jour le jour. Et peut-être de la part du Luxembourg, peut-être au niveau de la confiance et des consensus qui sont nécessaires pour atteindre les différents objectifs. Je reviens plus vers le sujet de notre panel. En termes de développement durable, nous avons par exemple créé en début de cette année un conseil du climat des citoyens qui a été choisi ensemble avec l'université afin d'assurer une représentativité démographique de la population. Il s'agit de 60 personnes choisies et de 40 membres suppléants. Et ils ont élaboré toute une panoplie de mesures qu'ils proposent pour agir en termes de développement durable, de protection des ressources naturelles, de protection pour endiguer le changement climatique. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important parce que d'une part, il y a une réelle volonté, un réel besoin au sein de la population d'agir. Et d'autre part, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours l'impression que les politiques ont un peu peur eux-mêmes et ne sont pas conscients de l'ambition qui existe au sein de la population, justement pour les questions climatiques. Raison pour laquelle il est très très important de donner une oreille, de donner une voix et d'avoir l'oreille conséquente pour écouter ce que la population a à dire. Et là, c'était vraiment un processus structuré, accompagné avec des échanges réguliers. Et donc, tout un document qui vient d'être remis au gouvernement, qui a déjà été discuté au sein de la Chambre des députés. Et maintenant, bien entendu, il nous appartient au gouvernement et aux politiques de faire en sorte que ces mesures qui sont proposées influent également le processus décisionnel et que nous n'ignorions pas cela et que nous ayons vraiment conscience des mesures proposées et que nous les intégrions dans nos politiques futures. D'un autre côté, un autre exemple peut-être, un autre niveau, nous soutenons aussi les communes parce que je pense vraiment que le niveau local est le niveau qui est le plus proche des citoyens, le niveau où il y a de plus d'impact au quotidien qui peut être fait. Et nous soutenons les communes via un pacte avec les communes qui font des politiques qui sont proches, qui sont dans le sens de la protection des ressources, de la protection de notre environnement et qui les poussent aussi à agir en ce sens. Donc là aussi, pour vraiment sensibiliser au plus proche niveau de la population et pour que ces sujets soient toujours à l'ordre du jour du processus décisionnel au niveau local également. Great, thank you. Let's continue our journey. Nous allons maintenant passer à l'Irlande. Et quelles sont les étapes que vous avez mis en place? Nous avons un objectif national qui est très clair, c'est que d'ici à 2030, nous voulons diminuer nos émissions de 20%. C'est-à-dire que tout le monde a accepté, il y a un véritable consensus autour de cela, que ce soit les différents partis politiques, que ce soit les différentes institutions. Donc nous avons vraiment la chance d'avoir un vrai consensus dans notre pays. Mais ensuite, on arrive
à l'étape suivante, qui est de tout mettre en place. Et donc, on a un plan d'action et ensuite, on commence à en discuter. Et puis, les gens commencent à opposer des résistances. Là, on s'attaque à leur mode de vie. Donc, il n'y a rien de nouveau à tout ça. La politique, c'est toujours comme ça. Lorsque l'on veut assainir les finances publiques, c'est toujours la même chose. Tout le monde le veut, mais dès qu'il s'agit de mettre les choses en place, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la réalité, c'est que il va y avoir beaucoup de travail politique à être fait pour que les choses avancent, parce que les personnes doivent accepter un certain changement dans leur mode de vie. Et bien entendu, si on veut mettre en place des politiques contre le réchauffement climatique, contre les problèmes environnementaux, il va falloir que les gens changent de mode de vie, et ça, c'est très difficile à faire accepter. Alors, bien entendu, quand on leur dit que c'est pour le bien des générations futures, ça passe assez mal parce que on doit se projeter trop loin dans l'avenir. Donc, lorsque l'on demande aux personnes de ne pas faire un certain nombre de choses, c'est pas aussi effectif ou c'est pas aussi fort que de suggérer ces choses aux personnes. Et donc, lorsque l'on veut mettre en place des actions pour le climat, c'est peut-être moins productif de mettre un cadre d'interdiction en disant vous n'avez plus le droit de faire ceci ou de faire cela, alors que si on essaye d'avoir une impulsion plus positive, ça fonctionne mieux. Peut-être qu'on devrait pouvoir faire ça, on devrait encourager telle chose, on devrait proposer plus de transports en commun, on devrait proposer plus de choses pour les jeunes. Donc là, on a un changement qui est plutôt positif. Alors oui, bien sûr, ce sont des impulsions, des petites motivations qui coûtent cher, mais en tous les cas, ça met en place un environnement positif pour le changement. Et puis ce que nous avons besoin d'expliquer aux gens, c'est que oui, nous sommes tous d'accord que nous devons agir contre le changement climatique, que nous devons réduire les émissions, mais lorsqu'il s'agit de toucher à votre mode de vie, c'est beaucoup plus difficile. Et lorsque on regarde les réseaux sociaux, on dirait que tout le monde est contre nous. Alors, lorsqu'il s'agit de mettre en place ces politiques, donc les hommes et femmes politiques ont quelquefois l'impression que les gens sont contre parce qu'il y a une minorité qui est très bruyante sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque l'on parle d'une consultation, alors le problème que l'on a avec les consultations, c'est que si on permet aux personnes de venir s'adresser directement à nous, on a du mal à réellement avoir la participation de tous. C'est-à-dire que la plupart, ce sont les personnes qui viennent à nos réunions, qui viennent à nos questions-réponses, ne sont pas les personnes qui représentent l'ensemble de la population. C'est très difficile pour nous, en fait, d'atteindre physiquement les personnes qui ne viennent pas participer à nos événements, à nos consultations. Et donc, ensuite, ils ont, ces personnes-là qui ne sont pas venues, l'impression d'avoir été trompées, de ne pas avoir été écoutées. Effectivement, la question des actions et des réactions et des résultats, c'est très important, c'est même essentiel. Donc oui, bien entendu, c'est très difficile de créer des activités qui vont être, dans lesquelles les gens vont venir. Oui, par exemple, si vous dites que vous allez fermer la circulation aux voitures dans une rue devant les écoles le matin, eh bien, je l'ai vu faire de manière très concrètement dans certaines villes, et ils ont dit voilà, on a un pic de pollution qui a été évité le matin. Lorsque vous amenez vos enfants à l'école le matin, eh bien, il y a moins de pollution parce que si on n'arrête pas la circulation, il y a un pic de pollution bien trop important. Mais réussir réellement à faire passer ce message aux gens, c'est de réussir d'abord à avoir une visualisation claire, d'avoir une image claire que l'on peut leur faire passer, que l'on peut leur transmettre, et une image qui va vraiment être suffisamment parlante pour eux, parce que sinon c'est trop abstrait. Et c'est beaucoup mieux peut-être d'être dans le positif et d'essayer de leur proposer une image réjouissante de l'avenir plutôt que l'image d'une apocalypse. Oui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus positif de montrer des images de personnes qui sont en pleine santé et d'un environnement florissant. Effectivement. Kellyanne, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les différents aspects que vous avez réussi à identifier grâce aux recherches? Je pense que lorsque l'on parle ici de confiance, parce que c'est de cela qu'il s'agit,
que l'on parle d'une confiance et d'une démocratie verte, l'OCDE a analysé, grâce à des sondages, à des études, le lien entre la confiance et la démocratie verte. Et ce que l'on voit, c'est que les gouvernements ont du mal à avancer sur ce sujet, qu'ils ont réellement envie de se battre contre le changement climatique, de prendre des mesures, mais que leur action dépend non seulement de ce qui se passe dans leur pays, mais également de ce qui se passe à l'extérieur. Donc des gouvernements entre eux. Cela dépend également des questions sociales, des questions culturelles, des questions éducatives. Et donc le contexte fait que la confiance est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de combattre le changement climatique et dans l'action des gouvernements. La confiance en les gouvernements, reconnaître que ce gouvernement prend des mesures, agit réellement contre le réchauffement climatique, c'est difficile. Et lorsque mes collègues analysent ceci, ils nous expliquent qu'on a besoin d'avoir des ponts parce qu'il y a ce que les gouvernements pensent être possible et ce qui est réellement fait. Et l'avantage avec le CDE, c'est qu'il y a une nouvelle étude qui est faite à intervalles réguliers et on commence à générer un certain nombre de données et on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a du progrès et on peut commencer à voir si on se pose les bonnes questions. Je pense qu'il y aura des questions dans l'avenir concernant la question du mondial contre la question du national et je pense qu'on commence seulement à effleurer du doigt cette question de la démocratie verte et de la confiance. Et du fait que cela peut réellement faire la différence. Et on peut commencer à partir de cette idée de confiance pour avancer. Et c'est très, très graduel. Donc je pense qu'on est en cours de réussir à agir, de réussir à mettre en place ces politiques. Excellent, merci. Je pense que nos orateurs ont réussi à se limiter dans leur temps de réponse et donc je serais heureux d'entendre vos questions. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Aujourd'hui, toutes les chaises sont occupées. Alors, présentez-vous brièvement, dites-nous d'où vous êtes, d'où vous venez et posez votre question. Attendez juste pour le micro, s'il vous plaît. Je suis Yelmazav Guédan, directeur du département des affaires à l'OCDE. Et lorsque l'on parle de confiance, on parle de confiance au sens général, au sens large. Il y a plusieurs dimensions de la confiance. La confiance pour l'intégrité, la confiance pour la capacité de performance, la confiance pour suivre le processus de l'état de droit, et puis la confiance dans le processus de savoir est-ce qu'on a réellement toutes ces formes de dimension de confiance. Et lorsqu'il s'agit du climat, un des aspects, c'est que l'on pense que le climat, c'est très très horizontal comme sujet, mais qu'en même temps, c'est indépendant de tout ce que l'on fait comme activité au sein du gouvernement. Et donc, on se concentre sur ce problème particulier alors qu'on a besoin de tout repenser, tout un système. Les personnes travaillent avec des motivations. Il faut pouvoir leur donner la motivation de changer leur comportement. Comme mon collègue l'a mentionné, si vous leur donnez des formations, si vous leur donnez de bonnes perspectives, alors ils vont réellement se lancer dans le changement. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que nos systèmes de taxation sont calculés par rapport à ce que l'on peut mesurer de manière facile. Et on ne mesure pas comment est-ce que l'on pourrait taxer en fonction des effets négatifs sur le climat. Et peut-être qu'il y a 20 ans, on n'avait pas la technologie de mesurer certaines choses. Mais aujourd'hui, en particulier sur des périodes de temps plus longues, on est capable de dire qu'on veut réduire la part du négatif dans nos taxes pour avoir plus de positif, c'est-à-dire qu'au lieu de se baser sur un système de taxation un peu plus punitif, on pourrait avoir un système de taxation d'impôts plus positif pour encourager le combat contre le changement climatique. Comment est-ce que l'on peut utiliser notre système de taxation, notre système d'impôts pour encourager le changement des comportements dans le bon sens? Comment est-ce que l'on peut
réfléchir à la restructuration de notre gouvernance. Comment est-ce que l'on gère nos gouvernements? Il peut y avoir un impact significatif si on prend les choses dans l'ordre, les unes après les autres. Et nous avons besoin de confiance dans toutes les dimensions que j'ai citées précédemment. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Concernant les différentes dimensions de la confiance, je pense que la confiance et l'intégrité sont plus importantes que la confiance et la performance. Je pense que vos gouvernements, vos institutions veulent faire la bonne chose, les bonnes choses, mais qu'ils sont dans une situation d'échec. Je ne pense pas que mon gouvernement ou que les politiques qui siègent sont de mauvaises personnes. Je pense simplement qu'ils n'arrivent pas à mettre en place les mesures qu'ils ont promises. Si vous n'aimez pas la performance de votre gouvernement et vous en voulez un autre, c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Mais je pense qu'il y a différents niveaux dans la confiance. Tous ne sont pas égaux. Oui, plusieurs choses. Lorsque l'on parle de confiance, il y a plusieurs éléments. C'est le fait que les citoyens ont confiance dans le fait que leurs voix sont entendues. Et il y a également le point qui a été cité précédemment, c'est qu'on a réellement besoin d'entendre toutes les voix et pas seulement celles qui sont les plus fortes ou celles qui sont dirigées vers nous. Il faut réellement avoir la possibilité de prendre la température au cœur de la société. Je pense qu'un des défis posés par le climat, c'est qu'il est extrêmement complexe et qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, que l'on peut mettre en place. Mais je pense donc qu'il est difficile des fois pour le grand public de comprendre qu'est-ce qui est réellement effectif, quelles politiques vont fonctionner ou pas, ou plus ou moins. Ce que l'OCDE a essayé de mettre en place, c'est d'avoir ce d'avoir ce comité sur l'empreinte carbone. Et nous avons un inventaire de toutes les différentes approches dont nous avons parlé. Et qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on avance ce défi de la complexité de la question climatique qui font que nous avons beaucoup de messages et beaucoup de choix différents et qu'il est très difficile de tout comprendre et en même temps de réussir à assurer la confiance, à bâtir la confiance. Oui, je pense qu'il faut s'insister sur l'importance des gouvernements d'expliquer et de faire comprendre. Oui, c'est un point particulièrement intéressant parce que les études semblent montrer de manière assez conséquente et constante que les citoyens veulent avoir des politiques directes pour atténuer les effets du changement climatique. Et des études similaires dans d'autres origines montrent la même chose. C'est qu'il y a une confiance dans les gouvernements pour résoudre le problème du réchauffement climatique, mais ce n'est pas quelque chose qu'un seul gouvernement peut faire dans son coin. C'est quelque chose qui doit se faire de manière mondiale, de manière globale. Et le schéma de gouvernance que l'on a à l'heure actuelle ne correspond pas tout à fait à ce dont on a besoin. Donc le chemin que nous suivons à l'heure actuelle, c'est un chemin qui n'est pas encore tout à fait global et donc on a besoin de plus de données pour réellement prouver ce qu'on est en train de faire, pour créer la confiance. On a besoin également d'innover et de montrer à quel point ces gouvernances sont des véhicules pour transmettre ce que nous essayons de faire. C'est réellement une manière de communiquer. Nous avons besoin d'avoir des cadres clairs pour l'industrie, pour la société, pour les entreprises, de manière à relever tous les défis. Les chiffres dont vous avez parlé tout à l'heure, je me suis aussi demandé, le Luxembourg qui, heureusement, à l'heure actuelle, bénéficie quand même d'une plutôt grande confiance, les gens n'ont pas tellement confiance que nous allons, en matière climatique, prendre les mesures nécessaires. Et je me suis justement posé la question, est-ce que c'est parce que de toute façon, ils pensent que nous ne sommes
aussi en tant que petit pays, dans l'impossibilité de réagir efficacement en la matière, ou est-ce que c'est vraiment concernant ce domaine spécifique? Et ça, c'est quelque chose, je pense, dans les prochaines surveys, on peut peut-être encore affiner les questions. Et puis, la deuxième chose à laquelle je voulais réagir, effectivement, ce n'est pas que la confiance, c'est un climat généralisé. Donc, les questions que nous nous posons concernant ce que nous discutons maintenant ici sortent d'un contexte plus général. Le Luxembourg a par exemple demandé une évaluation à l'OCDE concernant la gestion de la crise Covid, et une des conclusions là aussi c'était la communication, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc communiquer ce que nous faisons pour expliquer, pour éviter que les gens n'aient pas confiance. Mais je pense quand même que le domaine climatique est très, très, très spécifique et qu'il y a beaucoup de craintes qui sont liées parce qu'on a peur de ce qui va arriver. C'est vraiment une crainte qui est fondamentale pour beaucoup de personnes et qui, de ce fait-là aussi, essaye d'écarter peut-être plusieurs éléments ou de dire, comme vous venez de le dire tout à l'heure, que de toute façon, on ne peut rien faire. Et c'est là où nous devons aussi convaincre et expliquer qu'on peut faire. On a des agendas pour redresser les choses, mais bien sûr, il faut agir maintenant et il faut agir tous ensemble. Il faut trouver les solutions nécessaires tous ensemble. Thank you. Other questions? Merci. D'autres questions? Peut-être encore une question ici, une réaction rapide, et puis ensuite il faudra conclure. Merci. Ambassadeur de Colombie. Et donc je remercie l'OCDE, je suis heureux d'être ici. Je sais que le panel s'est concentré sur le changement climatique d'un point de vue des pays industrialisés par rapport à la perspective des consommateurs, etc. Et puis la Finlande a posé également des exemples concernant les ressources par rapport à ce que les pays développés peuvent apprendre. Et j'ai apprécié les remarques qui ont été faites par la Finlande. Mais concernant ma question au sujet de la manière de construire la confiance dans des situations de pouvoir, je pense que le mécanisme de participation au dialogue a été construit pour beaucoup de pays développés, mais ces mécanismes sont érodés parfois par le secteur privé, même par le secteur, par le gouvernement qui sous-estime le processus de consultation et donc qui érode un peu et qui atteint l'efficacité du processus. Et donc, je me demande s'il ne faut pas garder en tête ces éléments sur la manière dont nous développons cette question et la manière dont ça peut intervenir en termes de pouvoir également. Bonjour, Baron Flore, je suis responsable de la division de coordination interministérielle au Chili. Au début de l'année, le Chili a pris beaucoup de mesures en termes de réponse au climat, avec des lois concernant le changement climatique, avec des objectifs, avec des instruments sectoriels. Et nous sommes maintenant au début de la mise en place de cette loi et nous serions intéressés de voir le rôle des gouvernements dans ce défi. Question intéressante. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Vous voulez parler du gouvernement central, le rôle du gouvernement central, c'est cela? Eh bien,
je pense que nous avons développé une mesure également avec des exigences pour réduire les émissions d'ici 2030 et 2050, donc réduire le taux d'émissions, donc avec des millions de tonnes de carbone qui peuvent être réduits au sein du transport, au sein de l'agriculture, par exemple, d'ici 25, d'ici 2035. Et puis, elles peuvent être mises en place légalement. Donc, nous avons mis en place, voilà, ce sont nos objectifs centraux et contribuent à l'action climatique. Ça, c'est notre cadre d'action. Et donc, la manière dont c'est mis en place, bon, alors c'est un peu compliqué, mais c'est très important d'avoir ce câble des voies. Et donc, l'idée, voilà, c'est ça, vous établissez un cadre, ensuite vous affectez aux différents ministères. Nous avons travaillé, donc, comme tous les pays, nous travaillons un peu, nous observons les différentes juridictions et nous avons des conseils également, des comités de consultatifs, donc d'un groupe de personnes qui viennent de différentes disciplines et qui invitent le public lorsqu'ils pensent que ça peut être intéressant pour la mise en place de certaines politiques du gouvernement. J'ai participé à une réunion il y a un mois et donc pour les experts au sein du gouvernement central. Et donc, il y avait des débats assez intéressants et on a beaucoup parlé de Covid, par exemple, mais beaucoup de leçons étaient à tirer de la situation complexe, c'est-à-dire que Covid est un processus très lent et donc on a parfois parlé des différentes relations entre les différents ministères et je pense que ce qui est important, c'est la capacité d'avoir beaucoup plus de données en temps réel et la possibilité de pouvoir communiquer ces données. Et ce sont les leçons que nous avons tirées et dont nous essayons de tirer profit après la COVID, qui sont très similaires de ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer, c'est-à-dire des actions à travers les gouvernements qui requièrent un certain changement des comportements également. C'est un peu compliqué, mais c'est urgent également. Donc, nous devons penser à la gestion de tout cela. Mais je pense que c'est la leçon que j'ai tirée un peu de cette conversation. Continuer à avancer malgré la difficulté. Je pense que je suis d'accord également. Je pense que au niveau des politiques de climat, l'engagement et la participation sont vraiment très importants et sont l'essence peut-être dans la mise en place de différentes politiques également. Et là, le problème de la fragmentation également est importante. Donc, il faut beaucoup de coordination. Et je pense que la gestion, l'information, le flux de l'information, l'infrastructure, la qualification et le leadership également sont vraiment très importants. Donc, comment aller dans la bonne direction. Et c'est ce que la gouvernance humble promeut. On essaie de deviner parfois en utilisant le capital. D'abord, on utilise des consensus, pas forcément avec des cadres, mais on essaie de calibrer par rapport à ce qu'on a appris. Mais c'est une bonne question qui a été posée, mais malheureusement peu de réponses. Mais ce qui est important également, c'est de voir la question par rapport à l'implication de la société civile. Et donc, mais je pense que nous avons un agenda qui est construit donc dans l'intégration de ces différentes questions. Et ça, je pense que c'est très important. Le rôle du gouvernement central, c'est bon, au Luxembourg, nous avons un cadre qui est similaire à celui en Irlande, avec des buts d'émissions sectorielles. Bon, je ne pense pas qu'on puisse attaquer en justice directement le ministre en charge.
C'est intéressant comme système quand même, mais il y a une veille qui est faite de ces buts qui sont inscrits et il y a des négociations. Quand un secteur, par exemple, dépasse, il faut se mettre à table et voir si on peut donc épargner dans un autre secteur. Donc c'est un groupe interministériel qui est en charge du suivi de ces projections au niveau du gouvernement, effectivement, aussi. Great, thank you. I think that concludes. Je pense que ceci va conclure notre session aujourd'hui. Cette table ronde était très intéressante. Merci à vous d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas encore exactement à quelle heure la prochaine session va commencer. Est-ce qu'on a une réponse ? Donc, merci à nos interprètes et je suis désolée, je n'ai pas entendu ce que la dame a répondu. Thank you. I've been both a policymaker in the US and at OECD.